Déa, bienvenue dans cette capsule interview. Ça me fait plaisir de te recevoir. Tu fais partie des femmes leaders qui sont inspirantes. Et justement, ce qu'on aime faire chez Ampersand, c'est de pouvoir inspirer. Inspirer grâce aux carrières des uns et des autres, aux récits. Ça s'appelle Career Inspiring Stories. Et tu fais partie des premiers, de la première dizaine qui ont accepté de jouer le jeu et de nous parler de leur parcours et de leur histoire et de ce qui fait que tu es là où tu es aujourd'hui. En quelques mots, avant même que je puisse rentrer dans quelques questions, est-ce que tu peux me raconter brièvement ton parcours ? Merci beaucoup, Penda, pour ton invitation. Enfin, je suis vraiment ravie et surtout honorée. Merci. J'aurais jamais pensé être là. Mon histoire. Alors, comme mon nom l'indique, je suis bulgare. Je suis née en Bulgarie, j'ai grandi en Bulgarie. Et à 18 ans, j'ai pris le chemin de la France pour faire mes études. Donc, je suis arrivée avec un français assez approximatif. Mais avec une grande ambition de faire quelque chose de ma vie. Donc j'ai fait mes études et puis j'ai intégré une grande banque française et puis le reste, je pense qu'on en parlera lors de tes questions. Et puis à un moment donné dans ma vie, j'ai eu quelques, j'ai pas envie de dire pépins, mais contraintes personnelles qui m'ont amené à bouger en Suisse. Et du coup, j'habite en Suisse depuis presque 12 ans et j'adore. Donc, grâce à ces pépins, Et voilà. finalement. Et donc, en fait, finalement, chaque adversité dans la vie est une opportunité. Absolument, Et, absolument. Et ça nous mène vers de nouveaux horizons. Et je suis ravie. Et en parlant d'horizon, justement, qu'est-ce qui t'amène, quelle est l'étincelle, la petite chose qui t'amène vers le domaine de la finance ? Puisque c'est ton métier. Oui. Comment on appelle ton métier, en fait ? Parce que moi, je sais que c'est le financement des matières premières, mais plus globalement, est-ce que tu as une appellation que tu aimerais donner dans ton poste de leader dans ce domaine ? Laisse-moi te dire comment je suis arrivée oui, là, déjà. Absolument. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent une carrière par vocation. Alors moi, c'était pas du tout le cas. La finance, tu veux dire ? La finance. D'accord. Moi, j'ai toujours rêvé depuis petite fille de faire de l'architecture. C'était mon rêve de créer, d'innover et de laisser une trace. J'étais partie avec cette ambition de faire l'architecture. Le problème, c'est qu'en arrivant en France, je ne pouvais pas faire ça. C'était pas dans le choix des options à l'époque. Et donc, j'avais le choix entre l'économie, le droit ou les sciences. Bon, les sciences, je sais que c'est pas pour moi, donc je me suis dit, bon, allons sur l'économie. Ça a l'air d'être plein de bon sens, donc assez proche des choses qui m'animent. Et puis, on verra. Et puis, j'ai fait mes 2 premières années d'économie et je me suis dit, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retourne vers l'architecture et je tente, ou est-ce que je continue dans la finance ? Et j'ai fait le choix de la finance parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, comme toute femme, j'ai envie de dire. Je me suis dit, il faut que je fasse la chose la plus dure qui existe dans le domaine et y arriver pour me prouver à moi-même que je peux le faire. Et donc, je suis partie en finance, milieu extrêmement masculin, extrêmement dur. Et une fois que je fais la finance, je me suis dit quelle est la chose la plus dure suivante en termes de choix de carrière que je pourrais faire. Et donc, j'ai dit, conseil en fusion-acquisition, c'était à l'époque la chose la plus prisée. Et complexe. Et donc, j'ai mis le travail nécessaire de manière très acharnée pour entrer dans ce milieu-là. Et c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière. Et depuis, je suis toujours en banque, je fais toujours de la finance et je m'éclate. Donc, comment je qualifierais mon poste actuel ? Mon poste actuel, il est super intéressant parce que je finance de l'économie réelle. Je rencontre des gens de tout horizon avec qui je discute. Et à chaque fois que je prends une décision, il y a un impact dans l'économie réelle et sur la vie des gens. Donc, je qualifierais mon poste comme quelque chose d'extraordinaire qui permet de faire des choses différentes. Et non pas comme un poste d'un banquier, toujours souvent vu comme quelque chose d'assez sec et ennuyeux. Combien de personnes tu as avec toi ? Combien de personnes tu leads aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai une équipe de 16 personnes Mhm. avec qui je travaille au jour le jour et qui sont dans mon équipe directe. Mais j'ai envie de dire, l'activité qu'on gère, on est soutenu par une quarantaine d'autres personnes qui nous soutiennent dans notre business quotidien. Et en fait, chaque décision que je prends ou chaque transaction que je décide de financer a un impact sur la vie de ces 40 plus 15 familles qui m'entourent et qui me soutiennent. C'est une responsabilité. Quand tu parles de transactions ou de finance ou de financement, sans rentrer en détail, mais on parle de quelle marchandises, matières, pour donner un peu plus d'éclairage. On est dans le domaine des grains, on est dans le domaine de l'énergie, on est dans le domaine des métaux, je suppose, ou tu as un axe plus spécifique qu'un autre avec ton équipe? Alors, dans mon équipe, on a fait le choix, il y a 4 ans, de vraiment faire un focus sur les métaux. Métaux de base, métaux ferreux, enfin tout type de métaux. Pour une raison très simple, la transition énergétique. On pense que l'avenir je suis persuadée que l'avenir est dans les métaux parce qu'on est en train de voir un changement dans l'économie réelle qui est passé d'une économie qui est plutôt basée sur les énergies à une économie qui est plutôt basée sur les ressources. C'est-à-dire l'énergie est générée par des ressources minières, enfin, par les panneaux solaires, par les turbines avant. Et du coup, on a fait ce choix-là de bien se concentrer sur les métaux parce qu'on pense que c'est ça qui va amener et qui porte l'avenir. Maintenant, bien entendu, pour les gens qui sont dans les matières premières, ce n'est jamais très très bon d'être concentré sur une matière en particulier, bon, même si les métaux, il y a une diversité de sous-jacents. Donc bien sûr, on fait des énergies, on fait de l'énergie, et là on est toujours soucieux de la transition énergétique, donc on essaye de plus en plus de faire des biofuels, d'aller vers des nouveaux sous-jacents comme l'ammoniac, comme l'hydrogène, et bien sûr on fait des softs, enfin des grains ou des fertilisants. Donc on a toute la palette, mais toujours avec une question fondamentale: quel est l'avenir et est-ce qu'on est en train à contribuer à ce changement de paradigme vers la durabilité de l'économie? Quelle est pour toi la vraie définition de la durabilité? C'est une question compliquée. C'est vrai, j'imagine. Oui, en ce moment, chacun y va de sa définition. Dans la banque, enfin, quelque chose sur lequel je crois profondément, c'est qu'on ne peut pas faire du bien d'un côté et faire du mal de l'autre sans prendre en compte. Donc, on a développé un concept qui s'appelle l'impact positif, que nous avons développé avec l'UNEP-FI, c'est les Nations Unies Environnement, qui dit on est positif à partir du moment où on a un impact positif sur un des 3 piliers du développement durable. D'accord. Et même si on est négatif sur les autres, on est conscient et on prend les mesures nécessaires pour mitiger l'impact négatif. Et donc les 3 piliers du développement durable étant l'environnement, bien entendu, le social, bien entendu, mais aussi le développement économique. Et il est vrai que souvent on oublie le développement économique qui est quand même fondamental dans le concept. Et donc on dit, on peut être négatif sur un des 3 et positif sur un autre, mais tant qu'on est positif et on est conscient qu'on a un impact négatif qu'on mitige, on est déjà positif, on est déjà en train d'enclencher du changement. Ouais, donc c'est plus dans ce sens-là la durabilité. Enfin, on se pose toujours cette question. Je réfléchissais à savoir comment tu pouvais mettre ça en place au quotidien. Comment tu arrives à toujours avoir ces 3 piliers en tête? Si on regarde le trade, le négoce, oui. Le négoce a été porteur de développement économique depuis des siècles. Il a développé des pays, il a créé des emplois pour beaucoup de gens. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis toujours et qui a permis à des millions de gens de sortir de la pauvreté. Donc aujourd'hui, pour moi, fondamentalement, le négoce déjà apporte du développement économique. Et donc aujourd'hui, on travaille sur l'aspect environnemental et sur l'aspect social. Pour certaines marchandises plus sur la partie environnement,
pour d'autres plus sur le côté social, mais enfin, on aborde les sujets un après les autres pour apporter du changement dans dans le temps. Dans le temps. Comment tu gères tes périodes d'incertitude, de doute dans ton métier? La réalité aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde incertain constamment. Et donc, en ayant réfléchi comment je gère l'incertitude, je suis arrivée à la conclusion que, en fait, je fais confiance à mes envies. Alors, envie en français, ça a une connotation un peu négative. Pour moi, c'est vraiment un désir très sain et très profond de commencer quelque chose de nouveau, d'avoir de l'impact et de créer et d'avancer. Un peu, tu sais, comme le gut feel des anglo-saxons. Enfin. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois dans ma carrière ou quand il faut que je prenne une décision, mais notamment dans les choix de carrière, je me suis posé la question, est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en alignement avec moi-même, dans lequel je veux m'épanouir, dans lequel j'aurai ce picotement le matin en me levant, en me disant « Waouh, c'est chouette, je veux faire quelque chose de nouveau et je vais pouvoir dépasser mes limites. » Et si le choix ne correspond pas, ne répond pas oui à cette question, en général, je ne l'ai pas pris, même si il cochait toutes les cases du job parfait qui permet d'avancer dans sa carrière, etc. Je savais que ça ne me correspondait pas. Et donc, je trouve que quand tu suis ton envie, tu arrives à dépasser tes limites, tu arrives de te créer une automotivation et une énergie positive qui te permettent de faire plus sans t'épuiser. Donc c'est comme ça un peu que tu te poses quand tu as des doutes ou des incertitudes. Tu vérifies d'abord si chez toi, ça résonne et ça fait du sens. Exactement. C'est un peu ça. On parlait de 16 personnes et de manière extrapolée 40 personnes. Quel type de manager tu es? Quel type de leader tu es vis-à-vis de tes équipes? Faudrait leur poser la question, je pense. Moi, je me vois comme quelqu'un de très collaboratif. D'accord. Si je reviens à ta question sur les incertitudes, je pense que le monde change tellement vite que la vérité vraie n'existe plus. Enfin, c'est fini. Et que chacun a quelque chose à apporter dans la discussion et donner un angle différent. Donc, c'est vrai que quand on travaille, je cherche toujours l'avis des gens, je cherche toujours leur expertise, j'essaie de les entendre, enfin, je les écoute, je les entends. Et puis, il faut prendre une décision. Parce que ça fait partie quand même du rôle du manager, d'écouter, mais au final, décider. Donc, j'espère que les décisions que je prends sont à peu près correctes, à peu près justes. Mais elles sont toujours prises après avoir écouté mes collaborateurs et après avoir entendu ce qu'ils avaient à dire. Oui, et puis ta façon de t'introspecter aussi quand il y a des incertitudes doit jouer un rôle probablement rassurant au sein de tes équipes. Ouais, clairement. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes qui aimeraient rejoindre un métier comme le tien demain et être dans une position peut-être comme la tienne et a fortiori peut-être des femmes? Alors, j'ai une phrase assez reprise. Enfin, je pense qu'il faut avoir du courage. Enfin, en fait, du courage et vraiment croire en soi. Et pas que dans la finance, en général. Parce que sans courage, on n'y arrive pas. Enfin, de tout ce que j'ai pu voir dans ma carrière, c'est vraiment les gens qui réussissent vraiment. C'est ceux qui ont une propension plus élevée que la moyenne de prendre des risques. Des risques calculés. Enfin, bien réfléchi, mais de les prendre. Et je pense que ça aussi, c'est très important à mentionner. Quand je dis risque calculé, ça veut dire que... C'est risque quand même, hein? T'as pris le temps de bien travailler le sujet. Oui. Souvent, tu l'as vu sous un angle différent, enfin, de manière un peu disruptive, un peu innovante. Mais à la fin, tu prends le risque et tu vis avec. Mais c'est ça qui te fait avancer. C'est ce que tu conseilles demain aux jeunes de faire, et aux femmes en particulier? Encore plus. D'être encore plus courageuse, risk taker, comme on aime dire en anglais. Calculated risk taker. Calculated risk taker. Pourquoi je dis encore plus? Je pense qu'on a un biais naturel, en étant femme, de moins prendre de risques.
Et Intéressant. de plus chercher le consensus. Et je dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. Je dis juste que le consensus, parfois, apporte qu'on doute plus et qu'on a peur de prendre des décisions et des risques. Et je pense qu'il faut être fidèle à soi-même, à son profond soi et son envie, et de se dire, si j'ai envie de faire ça, et que je me sens à l'aise de le faire, et peut-être même pas à l'aise, en fait, il faut sortir de à l'aise. Si j'ai envie de le faire, et ben je prends le risque de le faire. Et je vais j'aime beaucoup Jeff Bezos, en fait, comme personnage. Je suis très inspirée par beaucoup des choses qu'il dit. Il dit, dans la vie, il y a deux types de décisions. Il y a des décisions qui sont comme une porte à sens unique, et des décisions qui sont comme des portes à double sens. C'est-à-dire, tu peux sortir, tu peux rentrer, tu peux ressortir, tu peux rentrer. Et il dit, dans la vie, 90%, enfin, dans la vie d'un manager ou dans la vie professionnelle, 90% des décisions qu'on doit prendre sont des décisions à double sens, comme des portes à double sens. C'est-à-dire, tu peux la prendre, puis si ça fonctionne pas très bien, tu peux revenir, ou bifurquer, ou pivoter, et finalement, tu vas trouver ton chemin et obtenir le résultat que tu veux, en ayant pris peut-être pas forcément tout de suite la meilleure décision, mais une décision qui t'a permis d'avancer. Et le fait de ne pas prendre la décision est plus dommageable que de prendre une décision qui peut-être te permet de pivoter. Et il dit seulement 10% des décisions d'un manager dans la vie d'un manager sont des décisions à sens unique, c'est-à-dire there is no way back. Tu l'as prise, il faut qu'elle soit bonne. Et il dit c'est celle-ci où les gens doivent passer beaucoup de temps à les travailler, à réfléchir, à les mesurer pour ne pas se tromper. Et je trouve que dans notre vie de tous les jours, en entreprise en général, on a tendance à appliquer un mode de prise de décision et de réflexion qui est adapté à ces 10% pour l'entièreté des décisions qu'on doit prendre. C'est pas ce qu'on nous apprend un peu à l'école, quelque part, à réfléchir comme ça. Et toi, tu es plutôt celle qui think out of the box. Tu sais, quand tu arrives, je vais faire un parallèle de mon enfance, quand tu arrives à 18 ans dans une ville de plus de 10 millions d'habitants, tu parles pas la langue et t'as pas de repères, et je te parle il y a un certain temps où il n'y en avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'internet. Tu apprends à trouver cette solution, à t'écouter et à t'affirmer et à croire en toi. Et quand je parlais courage, je disais courage et vraie confiance en soi. Enfin, vraiment croire que tu peux y arriver, parce que tu peux y arriver. Qu'est-ce que tu as des enfants, d'ailleurs? Ouais. Qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Ce sont des filles ou des garçons? Alors, j'ai 2 garçons qui sont adolescents. Donc, la transmission actuellement, elle n'est pas très facile. Oui, je comprends ce que tu vis. Écoute, j'ai lu quelque chose. Enfin, je suis quelqu'un qui lit beaucoup et essaye d'avancer dans la vie en lisant et en fait en s'inspirant d'autres personnes aussi. Quelqu'un disait, au lieu de dire à nos enfants le matin quand ils partent à l'école, sois sage ou sois gentil ou amuse-toi. Enfin, c'est quand même des choses qu'on a souvent tendance à dire. Et la personne disait, la vraie chose que vous devez dire à vos enfants, c'est make the right decisions. Et j'ai trouvé ça très puissant. Enfin, ça revient à ce qu'on discutait. Oui, absolument. Donc, tous les matins, quand ils partent, j'ai 2 choses que je leur dis. C'est 1, prends des bonnes décisions, et 2, utilise ton cerveau. Alors, je pense ils en peuvent un peu plus de ça. Mais je pense que ça revient à ce qu'on disait, vraiment être soi et faire confiance à sa manière de fonctionner. De quoi on parle quand on parle d'innovation, de technologie dans le domaine de la finance? Alors, je pense que la technologie fait partie de notre vie quotidienne. Enfin, on est constamment en train de découvrir de nouvelles choses, technologiques, pas technologiques. Et puis je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir cet état d'esprit, de se remettre constamment en question et d'apprendre.
enfin, d'être humble d'apprendre, de dire, bon, bah, ça, je comprends pas, il va falloir que j'apprenne. Et à partir du moment où on comprend et on est dans cet état d'esprit, on trouve des opportunités formidables qui apparaissent avec la technologie. Et on découvre qu'on peut faire plus de choses, qu'on peut faire mieux servir nos clients, qu'on peut être meilleur dans ce qu'on fait. Et donc, du coup, on adopte cette technologie, on adopte ces solutions. Donc, embrasser le changement, Et être donc, agile. et embrace the change. À partir du moment où on part du principe, et bon, la finance, c'est quand même une industrie qui a cette image de ne pas être moteur de changement, enfin, si je peux, on devient obsolète très vite. Et du coup, la technologie commence à devenir un fardeau et un défi qui peut sembler insurmontable. Donc moi, dans mon quotidien, j'essaie toujours d'être plutôt en avance, chercher à comprendre comment je peux utiliser les innovations ou les nouveautés pour mieux servir mes clients et pour répondre à mes besoins. La fierté ou d'un projet ou d'une réalisation dans ta carrière? La chose dont je suis très fière et humble en même temps, c'est que le fait que je sois aujourd'hui avec toi montre que je suis arrivée quelque part dans ma vie où on me donne la chance et la possibilité de dire ce que je pense. Et non pas seulement de dire ce que je pense, mais qu'on m'écoute ce que je dis. Et pour moi, c'est le vrai. On parle beaucoup du pouvoir et comment les femmes pensent au pouvoir et pourquoi les femmes cherchent le pouvoir ou ne le cherchent pas, justement. Et pour moi, le pouvoir, c'est un outil pour être entendu, apporter du changement, gérer le changement et avoir de l'impact sur les gens et aider les gens. Et quand je m'exprime ou quand j'apporte une idée, je suis ravie de voir qu'il y a des jeunes qui trouvent ça inspirant, des jeunes qui viennent me poser des questions et toi et des conseils. Tu aurais fait comme si ou tu aurais fait comment là. De savoir que j'ai le pouvoir de transformer des choses dans l'industrie, parce que quand je vais voir mes clients et j'explique ma vision de la chose, et là où je pense qu'il ferait mieux de changer pour être des acteurs du demain, voir que je suis écoutée, ça me remplit de fierté. C'est vraiment la chose qui me pousse à me lever le matin en me disant, je vais créer, mais ça va apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence dans le management féminin, masculin? On en parle souvent. Toi, tu le vis, tu le sens. Est-ce que tu voudrais dire 2 mots là-dessus? Est-ce que ton type de management est différent de celui d'un homme en général, hein? En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis humble de dire que je ne sais pas. Je pense que les managers sont... Il y a les managers qui s'écoutent, il y a des managers qui appliquent des frameworks qu'on nous a appris. Moi, c'est plus vraiment cette notion de pouvoir. En fait, je trouve que chez beaucoup d'hommes, le pouvoir est synonyme. Enfin, si tu poses la question, on va te répondre. Le pouvoir, c'est une capacité à dire aux gens quoi faire. Si tu poses la question à beaucoup de femmes, la réponse que tu vas avoir, c'est un moyen, c'est un outil pour inspirer les gens à faire différemment. Et si tu dois résumer le sujet, on dit souvent que le pouvoir chez les hommes, c'est une question d'ego, alors que le pouvoir chez les femmes, c'est une question d'impact. Bien sûr, comme tout, one size doesn't fit all. Enfin, c'est pas une vérité vraie, mais c'est vrai que quand on observe les différentes personnes, c'est quand même assez souvent cette notion d'impact chez les managers plutôt féminins et cette notion plus de positionnement et d'ego chez certains managers masculins. Délia, si tu avais dû choisir une autre carrière, un autre métier? Un principe qui me porte toujours, c'est jamais de regrets. Et puis, comme on a dit, des décisions, elles sont two-way door. On peut pivoter. Non, si je devais choisir quoi faire dans 10 ans, si tu m'avais posé la question, qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans?
je t'aurais dit quelque chose où mon envie m'aurait amené. Parce que je crois profondément à ce que je t'ai dit. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vais y aller. Il faut que ça soit en adéquation avec moi. Donc peut-être que dans 10 ans, je ferai autre chose, mais c'est ce qui est sûr, c'est que j'aurais eu envie de le faire. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter cet échange aujourd'hui? Toi, et puis ce que je disais, le fait d'être autour de la table et de pouvoir partager mes convictions. Alors moi, je te remercie beaucoup. En tout cas, au nom de toute l'équipe, ce qui me touche vraiment chez toi, c'est cette humilité que tu as à parler de tes fonctions, à parler de ton rôle, à parler de la vie, à parler du management, de tes enfants, de ce qui t'inspire, de comment tu es arrivé là. Pour ma part, l'humilité est un véritable talent. Je pense que ça fait partie aussi de la sagesse, de l'expertise, de la sagesse, du chemin parcouru. Mais ça fait plaisir à voir et merci de ta confiance. Merci beaucoup, Panda.